Salut à toi, pensée du jour numéro 461. Aujourd'hui, on parle développement mitochondrial, donc qualité d'endurance, de récupération, de capacité de travail et de santé aussi, et le développement de la force. Et on va essayer de raisonner sur la limite supérieure potentielle de ce développement d'endurance pour quelqu'un qui se focalise principalement sur le développement de la force. C'est une question qui m'est venue de Clément Goudin, que j'ai reçu sur le podcast, donc va écouter notre podcast, avec qui on a fait une petite vidéo pour parler de l'endurance fondamentale qu'il avait intégrée en tant qu'athlète en force athlétique et l'effet que ça avait eu sur son développement, sa capacité de récupération. Donc va voir cette vidéo aussi. Et à la suite du podcast que j'ai enregistré avec Vincent au sujet notamment des mitochondries, va regarder ce podcast également, et il m'a posé la question, voilà, quelle est la limite supérieure, est-ce qu'il y a une limite supérieure à ce développement mitochondrial pour quelqu'un qui se focalise plutôt sur le développement de la force. Avant d'attaquer cette question, je te rappelle que le lancement de la communauté en ligne Upside Strength, que j'ai appelée Academy, est imminente. Ça va arriver dans les jours qui viennent. L'idée, c'était de créer une plateforme d'échange pour les professionnels du sport et de la santé autour du maître mot qui est « partager pour apprendre ». Grâce à toi, moi j'apprends tous les jours parce que je partage et parce qu'avec tes commentaires, avec tes retours, avec tous ces questionnements-là, toutes ces idées qui se développent, j'apprends énormément et je voulais donner une plateforme où tout le monde pouvait s'exprimer. Donc si tu es coach, kiné, physio, préparateur physique ou même étudiant en formation, et que tu veux développer ton réseau professionnel, développer tes compétences, développer tes connaissances, il y aura une plateforme d'échange, il y aura des webinaires exclusifs, il y aura des questions-réponses exclusifs, le tout sur une plateforme en ligne de type forum. Donc si ça t'intéresse, reste au diapason, ça arrive tout soudain, cette plateforme en ligne avec Vincent, que je t'ai mentionné juste avant, qui nous a fait l'honneur d'enregistrer le premier webinaire pour la plateforme au sujet de la science et comment mieux comprendre la science afin de mieux lire les études scientifiques. Donc si ça t'arrive de lire des papiers, lire des études, de la recherche, c'est important de comprendre les fondamentaux de la science et du raisonnement et de la statistique. Et donc Vincent a créé cette première présentation, ce premier webinaire pour la communauté Academy qui arrive bientôt. On arrive au sujet du jour, mitochondrie, développement mitochondrial et qualité de force. Donc déjà, comment on développe des qualités d'endurance, notamment via le développement de ce réseau mitochondrial. Je te rappelle que les mitochondries, c'est le réseau d'organelles qui nous permet de vivre tel qu'on est actuellement, sous notre forme, sans les mitochondries qui à la base sont une bactérie, qui était une bactérie, avec qui on vit maintenant en symbiose. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans le processus évolutif, on s'est mis ensemble, en fait, on s'est mis en équipe avec les mitochondries. Et on sait tout ça notamment via le fait que la mitochondrie n'a pas la même ADN que nous. La mitochondrie a sa propre ADN. Et si je ne me trompe pas, tu hérites tes mitochondries de ta maman uniquement, pas de ton papa. Si je me trompe, laisse-moi un commentaire, mais il me semble que c'est ça. Donc voilà la petite histoire sur les mitochondries. Donc c'est elle qui effectue la respiration cellulaire. L'oxygène que tu inspires chaque seconde, il est utilisé par ces mitochondries. Plus précisément par le système de transport d'électrons qui est dans la paroi intermembranaire de la mitochondrie. Donc c'est littéralement tes mitochondries qui respirent en fait. C'est pas tes poumons qui respirent, tes poumons ils ventilent, tes poumons ils échangent différents gaz, oxygène, CO2 entre l'intérieur et l'extérieur de ton organisme, mais c'est véritablement tes mitochondries qui respirent. Et cette respiration cellulaire, cette phosphorylation oxydative comme on l'appelle également, pour si on veut utiliser un terme un peu plus technique, plus t'en as mieux c'est de manière générale. C'est-à-dire que plus tu vas pouvoir recycler ou utiliser d'oxygène par unité de temps, plus tu vas pouvoir maintenir tes niveaux d'ATP en fait dans la cellule, et plus le fonctionnement de la cellule sera
bien et pourra durer dans le temps. Donc ça, on parle vraiment d'une qualité d'endurance, si on veut bien. Et donc quel est le rôle de ces qualités-là pour quelqu'un qui se focalise plutôt sur la force? Je pense que l'argument numéro 1, c'est celui de la santé. C'est celui de la santé. On connaît bien sûr le transfert, l'impact de la force sur la santé, la longévité, la qualité de vie. C'est-à-dire que, pour faire simple, plus tu es fort, plus tu as de masse musculaire, plus tu vas vivre longtemps et bien. Pour faire très très simple. Mais on sait qu'il y a un deuxième paramètre qui est très important dans la santé, et c'est celui de la santé cardiovasculaire, de la capacité cardiovasculaire qu'on qualifie souvent via le terme VO2 max. Et on va pas s'étendre là-dessus. Mais en gros, plus tu as de mitochondries, plus ta VO2 max sera importante parce que plus tu vas pouvoir utiliser d'oxygène via ce réseau, ce système que tu as développé via l'entraînement, différents entraînements de type cardio. Et est-ce qu'on peut développer des mitochondries à toutes les intensités? Absolument. De la très très basse intensité au sprint, Wingate, all out, tu développes tes mitochondries, tu développes ton réseau, ton réticulum mitochondrial. Maintenant, la grande différence qu'il y a entre, pour faire très simple et polariser l'intensité, entre la très basse intensité, la zone 1, zone 2, et la très très haute intensité, donc sprint supra-maximo, la grande différence, ça va être le coût de l'exercice en lui-même, de l'activité, au niveau métabolique, au niveau nerveux, au niveau substrat énergétique. Et donc c'est clair que tu vas pas pouvoir faire la même quantité de sprint all out dans une semaine que ce que tu pourrais faire en activité physique légère, telle que la marche que j'effectue à l'heure actuelle, une séance de zone 2 à vélo, etc., etc. Donc je pense que c'est là où on a déjà un point de réflexion intéressant, c'est de se dire que plus on utilise des intensités faibles à l'entraînement, plus on va pouvoir accumuler de volume. Et au final, le volume est un facteur de progrès quand on parle de ce développement mitochondrial qui est vraiment, vraiment important. Plus t'en fais, mieux c'est, pour faire simple. Maintenant, on met le petit astérisque, plus t'en fais, mieux c'est, tant que tu peux récupérer du volume que tu t'imposes. Et donc, c'est là où je pense qu'on arrive gentiment à une réponse à cette question. Quel est le plafond supérieur de développement de cette capacité mitochondriale, de ces capacités d'endurance de manière générale pour quelqu'un qui fait de la force athlétique? Avant de me lancer, je reviens sur un point que j'ai oublié. Je t'ai dit que c'était important pour la santé, c'est important pour tes perfs aussi. Parce que si tu veux performer, il faut t'entraîner. Si tu veux très bien performer, il faut t'entraîner beaucoup. Si tu veux t'entraîner beaucoup, il faut pouvoir récupérer vite et bien. Si tu veux récupérer vite et bien, il faut développer ton endurance fondamentale. C'est aussi simple que ça. Donc si tu veux t'entraîner plus, récupérer mieux récupérer et être en meilleure santé, il te faut faire ce travail d'endurance fondamentale, même si tu fais de la force athlétique, même si tu fais du bodybuilding, même si tu fais de l'haltérophilie. Est-ce que tu devrais en faire toute l'année, tout le temps, la même chose, etc., etc. Non, il y a des périodes de l'année où tu en feras plus, des périodes de l'année où tu en feras moins. On appelle ça la planification ou la périodisation. Donc ça, c'est des concepts importants à comprendre pour intégrer tout ça. C'est pas une conversation d'absolu de il faut faire ça tout le temps ou il faut faire ça jamais. On est tout le temps dans l'entre-deux. Et donc pour revenir au début de réponse, je pense qu'une des limites supérieures de ce développement-là, ça va être le volume que tu peux tolérer en fait. Et déjà le volume que tu peux effectuer à l'entraînement, en sachant qu'on n'a pas tous la chance de pouvoir s'entraîner autant qu'on veut et quand on veut. Si c'est le cas, tu as beaucoup de chance. Et ça veut dire que tu vas certainement pouvoir performer à un très haut niveau si tu le fais pendant plusieurs années, parce que ça va prendre plusieurs années pour arriver au plus haut niveau, si tu n'y es pas déjà. Donc je pense qu'une des limites supérieures du développement de ces qualités-là, c'est déjà le temps que tu as à y dédier. Et je pense aussi dans le cadre du développement de la force, c'est pas nécessairement une histoire d'interférence au niveau moléculaire, au niveau du signalement de ces différents canaux de signalisation du développement de l'hypertrophie de la force, du développement de l'endurance. À mon avis, là où il y a une interférence, c'est plutôt au niveau du volume d'entraînement. C'est-à-dire que si tu veux être très très bon en force athlétique, à un moment donné, il va falloir manger de l'entraînement en force athlétique, manger du renfort, manger de l'hypertrophie, de l'accessorie, manger de la prophylaxie. Et
Donc à un moment donné, tu vas être contraint à t'entraîner beaucoup, et peut-être que un développement maximal des qualités d'endurance qui peut se faire pour les plus entraînés pendant plus de 25 heures par semaine, voire plus, dans des cas isolés et à très très haut niveau, hein, on s'entend. C'est possible qu'il y ait une limite à ce niveau-là. Il y a une limite soit au niveau du temps d'entraînement que tu vas pouvoir dédier à l'endurance fondamentale pour un développement maximal, soit il y a peut-être une limite également au niveau calorique. Parce que même de la zone 2, quand on fait plusieurs heures par jour, ça demande énormément d'énergie. Et cette énergie, il faut bien refaire les stocks. Et donc, il faut manger beaucoup. Et pour des gens qui font un entraînement en force athlétique, qui mangent déjà beaucoup, parce qu'il faut maintenir une masse musculaire, voire même en gagner. Et pour ceux qui font de l'endurance, c'est pareil, il faut manger beaucoup parce que tu dépenses énormément de calories à faire des heures et des heures d'entraînement, même si c'est à basse intensité pour toi. Arrivé à un certain niveau, ça devient plus si basse intensité que ça. Et donc ça coûte quand même beaucoup au niveau alimentaire et énergétique. Donc je me demande si peut-être en raisonnant comme ça, c'est ça qui devient le facteur limitant, c'est est-ce que tu peux te nourrir assez pour alimenter tes entraînements en force athlétique et tes entraînements d'endurance si tu pousses ces deux curseurs au maximum. Alors bien sûr, je te recommande pas de faire ça demain parce que on a quelque chose, un principe fondamental de la préparation physique que tu connais certainement qui s'appelle la surcharge progressive, et c'est quelque chose qu'on applique en force, mais c'est également quelque chose qu'il faudrait appliquer, qu'on doit appliquer sur le développement de l'endurance. C'est-à-dire que quand tu commences à inclure de l'endurance fondamentale à ta routine d'entraînement, ça sert à rien de passer de 0 à 5 heures par semaine, parce qu'il y a certainement plein de gains que tu peux faire assez facilement avec 2 heures par semaine pendant 3, 6, 12 mois. Et ensuite, tu peux passer à 4. Et ensuite, tu peux passer à 5. Et ensuite, tu peux passer à 6. Alors ouais, tu me dis, ouais, mais Sean, là, du coup, ça va me prendre 10 ans pour arriver à 12 heures, 15 heures d'entraînement, 20 heures d'entraînement d'endurance fondamentale. Bah oui, mais c'est le jeu, en fait. Les meilleurs athlètes en sport d'endurance, ça fait 15 ans, 20 ans qu'ils font leur sport. Parce qu'ils arrivent au stade où ils peuvent accumuler et assimiler, surtout, ces entraînements. Donc il faut se donner le temps d'y arriver. Mais donc pour revenir à la question initiale, quelle est la limite supérieure du développement mitochondrial pour quelqu'un qui est plutôt focalisé sur la force? Je pense que les limites vont être potentiellement les calories à un moment donné, mais avant ça, peut-être le temps que tu as dédié à l'entraînement. Mais ensuite, en termes d'effets négatifs directs de l'un à l'autre, tant que tu arrives à manger assez, tant que tu as le temps de récupérer et de t'entraîner, je ne sais pas si on a vraiment une limite supérieure. Après, est-ce qu'il y a une limite dite fonctionnelle qui aurait du sens de ne pas dépasser, parce que au-delà d'un certain volume, ça reste du développement général. On se rappelle que pour quelqu'un qui fait de la force athlétique, son sport c'est squat, deadlift, bench. C'est du spécifique. Et donc l'endurance fondamentale, c'est une qualité générale. La PPG, comme on l'appelle. Préparation physique générale. Cette PPG, est-ce que tu peux en faire plus, toujours plus? Oui, bien sûr, tu peux toujours en faire plus. Mais à un moment donné, comme pour tout, en faire plus t'amènera pas nécessairement un transfert considérable sur tes activités sportives. Mais je pense que c'est à chaque athlète de trouver son équilibre. Et je t'encourage, si c'est quelque chose que tu veux investiguer avec ta propre petite étude, ton N de 1, avec toi-même, c'est de te dire, la prochaine fois que j'ai une période post-compétition, donc en termes de planification, tu as normalement un bloc de travail général, un bloc spécifique, un bloc compétition et un bloc de transition. Toutes ces choses-là vont pouvoir être échelonnées sur différentes échelles temporelles selon ton sport, selon le nombre de compétitions que tu fais dans l'année, le calendrier, etc. Mais de manière générale, une fois que tu as effectué ta phase de transition, donc tu as fait ta compétition, tu as ton pic de forme, tu as atteint ton pic de forme, et ensuite tu redescends de ton pic de forme, transition, tu déconditionnes volontairement l'organisme et tu te remets ensuite progressivement à l'entraînement, c'est peut-être à ce moment-là que c'est le plus intéressant de développer une certaine base, la base, l'endurance fondamentale, et de pousser un petit peu le curseur sur l'endurance fondamentale. Ça n'a pas besoin d'être fait sur un vélo, je pense que la marche c'est un très bon moyen de le faire. Pour les athlètes un peu plus lourds de la marche lestée, va marcher en montagne pendant 4 heures.
Alors pas nécessairement sur des gros dénivelés, ou si tu prends des dénivelés, marche tout doucement, essaye de maintenir une conversation. C'est un bon challenge de se dire je vais prendre cette grosse montée, mais je vais essayer de garder une allure conversationnelle. Ça peut être un très bon exercice. Est-ce que tu peux faire ça plusieurs fois par semaine en alliant ça à du vélo et accumuler des volumes très intéressants d'activité physique, en fait, de basse intensité dans ta semaine? Est-ce que ça aura un impact positif sur ta capacité de travail dans ton bloc spécifique qui suivra? J'en suis intimement convaincu. Mais je pense que c'est à chacun ensuite de trouver son volume idéal. Est-ce que tu peux essayer de pousser pendant une période de temps 6, 7, 8 heures d'endurance fondamentale par semaine quand tu es loin de tes compétitions, etc. Je pense que tu peux tout à fait. Est-ce que tu dois le faire la première année? Certainement pas. Est-ce que tu vas devoir manger beaucoup plus? Absolument. Donc il y a tous ces facteurs à considérer, mais je pense que c'est une conversation intéressante et je ne sais pas s'il y a vraiment de limite supérieure pour répondre directement à la question initiale, mais il doit y avoir un plafond au niveau logistique et au niveau, encore une fois, du transfert qui va être intéressant entre la capacité de travail, de récupération et ensuite le travail spécifique du sport. Si tu as apprécié ma petite, maintenant 16 minutes, longue pensée du jour, laisse-moi un petit commentaire dessous. Pose-moi tes questions pour les prochaines pensées du jour, je me réjouis de t'y répondre. On se voit dans l'académie tout bientôt. Merci pour ton attention. Belle journée à toi.